C'est un grand honneur de recevoir la princesse Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. Pas mal, vous l'avez pas trop mal dit. Je l'ai bien dit, Macha Meryl. Enfin, Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. Oui, c'est ça. Un peu plus chantant que ça. Oui, c'est vrai que Macha Meryl, ça se retient mieux, hein. C'est pas moi qui l'ai trouvé ce nom, hein. Je voulais absolument garder le prénom russe. J'ai gagné, mais j'aurais pas dû, parce que j'aurais dû m'appeler Yvette ou Claudette, ça aurait été mieux. Et Meryl, c'était une grande chanteuse de jazz que j'adorais, dont je connaissais tout le répertoire. Et mon premier producteur, j'avais 18 ans, je connaissais rien au cinéma. C'était un vieux producteur qui s'appelait Deutschmeister, qui était un homme qui parlait à peine le français. C'est lui qui avait dit à Carnet « Cette dialogue n'est pas française ». Il était célèbre, mais c'était un très grand producteur, Franco London. Et donc, je jouais la main chaude avec Gérard Houry, dont c'était le premier film. Ils ont pris une inconnue pour remplacer Brigitte Bardot, qui était enceinte. Et donc, on m'a cherché un nom. Moi, je croyais que ça se faisait, qu'on ne pouvait changer de nom. Et donc, je suis devenue Macha Meryl, mais je ne le regrette pas. C'est bien d'avoir deux noms. Moi, comme ça, j'ai deux vies séparées. J'ai deux mondes. Je suis à la fois Maria Magdalena et je suis aussi Macha Meryl. Oui, et là, on entend une musique. Écoutez bien ça. Ça a changé votre vie. Écoutez ça. Ça vous rentre directement dans le cœur, même quand on ne sait pas, même quand on ne connaît pas. Il a vraiment quelque chose de spécial. C'est pas un musicien comme les autres. C'est un musicien du cœur, de l'âme. Et puis surtout, c'était le film qu'il présentait à Rio de Janeiro. C'est pour ça que je dis, Macha, que ça a été vraiment quelque chose qui a changé votre vie. C'est-à-dire qu'au moment où ce film triomphe à Cannes, et c'est là où vous dire, il y a quelque chose comme ça, vous l'aviez connu, il y a un amour qui se crée. Oui, mais c'est une belle et triste histoire. Car quand on s'est retrouvés à ce festival à Rio de Janeiro, où lui présentait ce film, et moi je présentais Adorable Menteuse, qui était un film pré-Nouvelle Vague de Michel Deauville, qui vient de nous quitter, qui était un très très joli film. Lui avait gagné la Palme d'Or, et il crânait, ils étaient... Et nous savions que c'était le grand amour, mais nous savions que c'était pas possible. Lui était marié, il avait 2 enfants, dont un en bas âge. Et moi, j'allais d'ailleurs me marier avec un type que j'ai pas épousé, parce que quand j'ai compris que j'étais comme ça sous le charme de Michel Legrand, que ça voulait pas dire que je pouvais pas épouser l'autre, quoi. Oui. Mais on s'est dit, non, dans une autre vie. Mais ce qu'on savait pas, c'est que cette autre vie arriverait. Et qu'elle est arrivée 50 ans plus tard, en 2014. Comme quoi, il ne faut pas désespérer, vous voyez, Patrick, il faut croire en sa bonne étoile. Parce que je crois à ça. Je crois que les grands sentiments comme ceux-là, d'abord, nous le savions l'un et l'autre, que c'était le grand amour. Ah oui, vous le saviez. Mais nous n'avions... Et alors, il y avait quand même une énigme. C'est-à-dire que nous savions aussi que nous avions nos vies à faire. Lui, comme musicien, il allait partir bientôt pour les États-Unis. Moi, ma vie de comédienne, ensuite d'écrivain, mais ça, je ne pouvais pas le savoir encore. Au fond, on se serait peut-être dérangé si on avait vécu ensemble. Au fond, on s'est retrouvés peut-être au beau moment, avec chacun en cadeau nos vies, et que nous avons pu marier. Mais moi, Macha, je veux dire, quand je suis allé au Père-Lachaise, j'ai trouvé ça triste de voir votre nom marqué sur c'est une merveilleux. tombe. Votre nom est déjà écrit sur la tombe de Michel Legrand, Macha Meryl, il y a l'année de votre naissance. C'est moi qui l'ai souhaité. Mais oui, mais quand même. Parce que je sais où j'irai. Et puis comme je sais que c'est près de lui, de toute façon, et que nous nous l'étions dit, vous savez, il m'avait dit... Tu sais, on va mourir ensemble. Je vais prendre un avion et on va se scratcher sur une montagne. Tu es d'accord? Je lui ai dit, écoute, pourquoi pas? Au fond, ce serait beau, on va mourir ensemble. Malheureusement, la maladie l'a emporté un peu trop tôt, un peu avant. Donc, je ne vais pas le faire, mais je vais le rejoindre quand même. Voilà. Alors, on va entendre les Demoiselles de Rochefort comme ça, parce que vraiment, Michel, vous incarnez cette musique, évidemment, aujourd'hui, pour perpétuer un talent de son immense. œuvre, mais vous savez, ce n'est pas que la musique, c'est aussi une époque. Et je crois que cette époque-là, c'est assez extraordinaire. Tout le monde est un peu nostalgique de cette insouciance de ces années-là et de la nouvelle vague. Et moi, quand Godard est décédé et qu'on a repassé mon film Une femme mariée, j'étais sidérée parce que les jeunes m'arrêtaient dans la rue. Je crois que ce que nous avons soulevé à cette époque-là est toujours valable, est toujours plaisant. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui rêvent encore de cette façon que nous avions de faire du cinéma, de mener nos vies, de chanter, de danser. Moi, j'étais championne de bebop. Alors, vous ne croyez pas que je suis passée à côté de mon époque. Et puis, je pense aussi que on était moins nombreux.
dans chaque profession, il y avait moins de monde. Tandis que maintenant, il y a même une espèce de cohue, une concurrence épouvantable. Et donc, on s'est vite repérés les uns les autres. Et il y avait tous ces gens qui se retrouvaient aux mêmes endroits, à Saint-Germain-des-Prés. Et c'est là que moi, j'ai rencontré tous mes amis de toute ma vie qui a suivi. Mais alors, j'allais dire, qu'est-ce que vous êtes belle, Macha. Maintenant ? Et oui, toujours. Merci. J'ai des photos de vous, alors on va dire, ce sont des nus, d'une beauté absolument magnifique, que vous avez souhaité montrer, publier. Il faut que je vous raconte cette histoire. On va les découvrir, alors, parce qu'on n'a pas peur de les montrer. Non, puisque je les ai publiées dans voilà. un livre. Alors, ce sont les ça, seules photos de moi, de nu, que j'ai, parce que ce sont des photos qui ont été prises par un grand photographe italien, Luciano D'Alessandro, avec qui j'ai eu une liaison qui a duré 4 ans. Une liaison compliquée, houleuse, parce que moi, je voulais quitter l'Italie. Je venais de divorcer de mon premier mari, qui s'appelait Gian Vittorio Baldi. Et cet amour m'a retenue en Italie pendant un certain temps. Il était un homme du Sud. Il m'a montré le sud de l'Italie. Naples, Amalfi, la Campanie. Oui. Et il avait tout le temps son appareil photo autour. Mais là, on vous voit toute nue dans le... Et alors, ça c'est en Guyane, parce qu'il me suivait aussi sur mes tournages et tout ça. Mais c'était pas un photographe d'actrice. Il n'avait jamais photographié d'actrice de sa vie. Il était un photojournaliste, c'était un photo d'actualité. Il était surtout un photographe de guerre et aussi de tous les malheurs qui arrivent, les tremblements de terre. Là, c'est pas les malheurs, là c'est qu'il vous aime. Écoutez, voilà. Et c'est la première fois de sa vie qu'il a eu envie de photographier une femme. Un peu pour comprendre, un peu pour me coincer, pour m'épingler, comme on épingle, vous savez, des papillons dans un livre d'ornithologie. Et c'est ça que... Quand ces photos me sont revenues, il n'y a pas très longtemps, il est décédé en 2016. Ouais. On voit là son visage. Et je me suis dit, ces photos, il faut que quelqu'un les connaisse. Parce que ce n'est pas que des photos de moi. Oui. C'est des photos d'une époque aussi. Luciano D'Alessandro. Grand photographe. Vous savez, il était à Magnum. On le voit là, voilà. Mais... J'ai eu, comment dire, un devoir vis-à-vis de lui. Oui, mais quand même. Parce que personne ne m'a jamais montré comme ça. Et alors, je vais vous dire, au moment où il me les faisait, ces photos, moi, je les aimais pas du tout. Parce que je trouvais que j'étais moche, que j'étais pas mise en valeur. Parce que vous savez, nous, les actrices, on est quand même un peu... on fait attention. Et en général, on nous photographie dans des studios avec des lumières favorables et tout ça. Là, c'était hop, comme ça, avec son truc. Et souvent, je lui disais, écoute, vraiment, là, je suis pas coiffée, je suis pas bien. Eh ben non. Oui. Aujourd'hui, ce sont les plus belles photos de moi que j'ai. Oui, elles sont magnifiques. On va entendre encore du Michel Legrand, tout en regardant ces photos-là. Parce que, vous voyez, c'est un livre qui est donc publié à l'Archipel. Ça s'appelle L'homme de Naples. L'homme de Naples. Regardez cette... Voilà, mais même celle-là, elle a été faite à la volée, comme magnifique. Ça. Ce ne sont pas des photos posées, vous voyez. Et donc, je crois que... Elles ont une vertu parce que ce type de photographe n'existe plus. Maintenant, avec le numérique et avec les appareils qui font 10 photos d'un coup, c'est une espèce... Regardez comme elle est belle, cette photo, comme elle est composée. On voit, c'est à Cayenne, dans le bagne. À l'intérieur du bagne, et vous voyez comment il a composé la lumière, sur mon visage. Regardons encore quelques photos comme ça, parce que c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Oui. Et alors, ces photos ont une histoire. C'est qu'au fond, alors comme un peu votre histoire avec Michel Legrand, où après 50 ans, vous finissez par retrouver l'amour, ces photos vous sont revenues des dizaines d'années après. Alors, vous les avez découvertes 20 ans après cette relation amoureuse. Absolument. C'était dans les années 80, n'est-ce pas, 70-80. Et il est donc décédé, j'ai su qu'il était décédé, mais on ne se voyait plus depuis 20 ans. Et un jour, je reçois un coup de téléphone d'une commissaire d'exposition qui me dit « Je vais faire une exposition de ce grand photographe à Naples. Est-ce que vous m'autorisez à publier certaines photos ? Je vous les montre. Et puis aussi identifier les personnes qui sont autour de vous. » tout ça. Et elle m'envoie tout ça. Et là-dedans, il y avait des photos que j'avais jamais vues. Toutes ces photos de nu, il les prenait quand je dormais. Oui. Alors évidemment... Il y avait de la passion entre nous. C'est l'histoire la plus sexuelle que j'ai vécue de ma vie. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Non, mais vous le dites, Macha, il faut le dire, parce que c'est intéressant. Dans ce livre, vous racontez que c'est un coup de foudre, vous qui n'avez pas l'habitude, on va parler franchement. Je ne suis pas non plus une bombe sexuelle, je ne suis pas considérée dans les actrices. Dès le premier soir, c'est... Alors, voilà, j'ai essayé de démêler... et vous dites, d'ailleurs, il y a des pages sur le sexe dans ce livre. Voilà. Vous dites, le mystère entre le photographe et la photographiée. Et ça vaut également entre le metteur en scène et l'actrice. Il y a un courant tellement particulier qui circule. C'est-à-dire, on est dans une intimité immense quand un photographe vous regarde de très près et essaye de capter quelque chose que lui voit et que d'autres ne voient pas. C'est très proche de la sexualité.
Et moi, je trouve ça un peu fatal que ça finisse par du sexe. Parce que je ne jette pas du tout la pierre aux actrices qui couchent avec leur metteur en scène, parce que ça me paraît naturel, moi. Ah oui? Et ça paraît même être... Comment ça? Non, mais attendez, c'est presque une preuve de l'authenticité de leur relation. C'est-à-dire la relation entre le regarder et la regarder, le regardant et la regarder, c'est quelque chose d'une... C'est comme un scanner. Oui. C'est comme si on entrait dans l'autre déjà. Vous dites on n'a pas fait d'enfants, mais on a fait des photos. Voilà. C'est-à-dire qu'on a produit quelque chose de cette relation. Oui. Vous dites au fond, c'est ça. Et moi, je pense que c'est ça l'art. L'art, c'est une partie de la création. Et ça ressemble beaucoup à la sexualité, à faire un enfant. On fait des films, on fait des livres, on fait des choses ensemble. Et personne d'autre que nous deux pouvait faire ça. Oui. Oui, non, mais alors, vous faites le rapport entre le sexe et le métier d'actrice. Oui. Et disons plutôt la photographie, c'est-à-dire d'être filmé, d'être montré. Même là, en ce moment, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est tout à fait neutre ce que nous faisons? Ah, je sais pas. Les gens qui vont me regarder, qui vous regardent me regarder, ils voient bien que vous essayez de scruter quelque chose, vous essayez de comprendre des choses, d'aller aussi plus loin que les autres. Ça m'intéresse. Vous voyez? Eh ben voilà. Alors, je sais pas comment ça finira entre nous, peut-être. Oh, écoutez. Hein. Alors, en tous les cas, moi, je sais que sur scène, vous êtes, comment dire, alors on va dire, allez, une étoile. Non mais vraiment, vous êtes une étoile. Ça se passe au théâtre Montparnasse en ce moment, hein, une pièce d'Isabelle Lenouvel avec Marc City, Laurent Dolce, Claire Magnin. Absolument. On va voir des images de cette pièce. Et là, c'est la comédienne. Alors, je parle à la comédienne. Là, on va dire, Macha, vous prenez votre pied. Hein. Mais je vais vous dire, il y a beaucoup de choses de ma vie dans cette pièce. C'est une espèce de miracle, cette pièce. D'abord, c'est une pièce extraordinaire qui traite de sujets qu'on n'a jamais traités au théâtre, c'est-à-dire la question du vieillissement. Qu'est-ce qu'on fait à la deuxième ou à la troisième partie de sa vie? C'est d'actualité en ce moment avec la question des retraites. C'est-à-dire, d'accord, on change de métier quand tout d'un coup on arrête une profession. Qu'est-ce qu'on fait du grand bout de vie qui reste? Eh bien, cette femme, dans Une étoile, c'est une grande danseuse. Pour les danseuses, en plus, les carrières s'arrêtent à 35-40 ans. Hein. Elle se réinvente une vie qui est faite de son imagination, de ses souvenirs, de ses désirs, de ses impuissances, de tout ce qu'on ne peut pas réaliser véritablement. Et c'est une proposition. Moi, je pense que le théâtre doit être une proposition. C'est-à-dire que vous tous, vous pouvez vous réinventer la vieillesse. Vous me parliez de Rezvani il n'y a pas longtemps. Oui. Voilà Serge Rezvani, compositeur de J'ai la mémoire qui flanche, etc. Que vous avez reçu. Eh bien, voilà quelqu'un qui s'est un monsieur de 95 ans à présent. Il s'est inventé sa vieillesse. Il s'est fabriqué des images, des personnages. Je ne suis pas sûre que rien de tout ça soit bien vrai. Eh bien, j'accepte cette proposition-là. Et dans cette pièce, c'est ça. C'est une femme qui a une relation avec un fils avec qui elle a une relation compliquée. Parce que vous savez, à partir d'un certain âge, les enfants qui se détachent, ils deviennent les parents. C'est-à-dire, c'est eux qui gouvernent la vie des personnes âgées. Et les personnes âgées n'ont pas très envie de ça. Oui. On a autre chose. Et surtout quand on a eu une grande vie, qu'on a de la personnalité, qu'on est une artiste, on veut que ça continue. Et donc, voilà, c'est ça que traite la pièce, et je vous assure, c'est remarquable. On va voir encore quelques images de cette pièce, tout en bavardant, Macha, parce que c'est un bonheur de bavarder avec vous. Vous avez quand même tourné avec des sacrés metteurs en scène, pas toujours les plus simples. Hein. J'ai eu de la chance. Piala, non mais attendez, certainement pas les plus faciles. Hein. Piala, Godard, Fassbinder, oui, Bertrand Blier, Agnès Varda, Itzvan Zabo. J'ai eu de la chance. Oui. Mais vous savez, oui, mais des caractères, attention, des caractères. Hein. Alors, c'est ce que nous en parlions un petit peu. C'est le désir qu'on attise chez un metteur en scène. Moi, j'ai eu cette chance. J'ai été désirée par un certain nombre de metteurs en scène, y compris des gens comme ça, comme vous dites, un peu compliqués, qui d'habitude... Alors, Piala, il ne me voulait pas du tout. Oui. Il me détestait, c'est Jean-Yann qui m'a imposé. Vous n'êtes pas la seule qui le détestait, certainement. Hein. Non, il m'a aimé après. Il m'a apprécié parce qu'il a vu que j'étais réglo, que je jouais le jeu. Mais en fait, il voulait sa femme, sa propre femme, pour jouer le rôle de la femme de Jean-Yann. Jean-Yann a dit, pas question, moi je veux elle. Bon, on était très amis avec Rassam, le producteur, et avec Jean-Yann. Donc, c'était des histoires d'amitié, là. Mais j'ai bien rempli mon rôle dans ce film. C'est-à-dire que je ne l'ai pas déçu, finalement, au bout du compte. Alors, c'est ça qui se passe. Ce sont des histoires d'amour, vous savez, les films. Mais avec Godard, c'était pareil. C'était pas moi qui devais faire le film. C'est quand même une histoire d'amour avec Godard. C'est pas moi qui devais faire le film. C'était Stefania Sandrelli. Elle était enceinte et elle ne pouvait pas faire le film. Donc, il a cherché une femme qui ait un corps, qui ait une corpulence, parce qu'il fallait qu'il filme toutes les parties de mon corps. C'est un film inouï, ce film, Une femme mariée. Je suis dans tous les plans.
Mais quand je suis pas là, il y a un genou, une main. Il est fasciné par vous, hein. Alors, comme il va l'être tout. aussi par Anna Karina, par oui. d'autres. Oui. Alors, il aimait les femmes slaves. Je pense que quand même, avec Marina Vladi, moi, Anna, Karina, il a remarqué que le physique des Slaves était cinématographique. Oui. Et d'ailleurs, si vous regardez de près, les grandes stars américaines, elles étaient très souvent d'origine... Kim Novak, même Marilyn Monroe, elle était vaguement polonaise. Mais tout à l'heure, vous parliez de Serge Refzadi, qui a fait la musique notamment pour Pierrot le Fou, de Godard. Il dit que Godard était assez odieux, infernal. Mais attendez, est-ce qu'un génie doit être sympathique? Qui a dit qu'il faut non, mais là, soit... vous dites alors qu'il n'était pas sympathique, alors. C'était pas très sympathique, non. Et puis surtout, il était occupé. Il avait son film à faire. Il n'avait pas le temps pour faire des gentillesses et des bavardages. Il ne bavardait pas. Et vous savez que les grands metteurs en scène que j'ai eu la chance de croiser étaient jamais des bavards. Luce Buñuel dans Belle de Jour. Des taiseux, tout ça. Des gens qui perdent pas de temps à user leur énergie et leur talent avec des chichis de tournage. Alors, Buñuel, c'était typique. Il s'enfermait complètement dans sa loge. Il disait qu'il était sourd. Tu parles, quand il arrive sur le plateau, il entendait quelqu'un qui parlait au bout de la salle. Mais officiellement, il était sourd. Et alors, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, il y avait un dialogue. Autour de la table, il y avait Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Jean Sorel et moi. C'était donc dans Belle de Jour. Et il y avait un dialogue. On parlait d'asphodèle, de choses très mystérieuses. Et Catherine me dit, écoute, on n'y comprend rien à ce dialogue. Va lui demander à Don Luis, on l'appelait Don Luis, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'aimait bien, moi, Buñuel. J'ai réussi, comment dire, à avoir une place un petit peu spéciale dans le cœur de tous ces metteurs en scène. Alors, je frappe à sa porte, je dis, Don Luis, qu'est-ce que ça veut dire, ce dialogue? Et il me répond, ce dialogue est cryptique. Alors, je ramène ça, je dis, écoutez, les petits, c'est cryptique, démerdez-vous. Voilà, démerdez-vous. Et qu'est-ce qu'on découvre? Enfin, moi, j'ai découvert quelques années après. C'était du dialogue maçonnique. Il était franc-maçon. Et dans Mozart, dans La Flûte enchantée, il y a les mêmes allusions et les mêmes dialogues. Ah oui. Alors, vous voyez, il faut être cultivé avec tous ces gens-là. Pour les uns et les autres, Claude Lelouch, c'était plus simple, non? Ça, c'est plus simple. Claude, il est plus... Mais Claude, il l'a loupé. Direct, hein. C'est son meilleur film. C'est un très grand film. Je suis très heureuse d'avoir participé à ça. Et en plus, Michel a fait les musiques. On aurait pu se croiser une fois de plus là. C'est que le parti pris, c'était de faire un film entièrement musical. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dialogue du tout. Et Claude, il n'a pas résisté au 15e jour. Il a dit à Nicole Garcia, tu vas dire ça. Et hop, c'était foutu. C'est devenu un film bavard. C'est dommage, parce que c'était une très grande idée de faire une VI, qu'il n'y ait pas de version non Macha, derrière vous, il y a plein d'affiches de films. Tiens, j'en vois plein. Oh là là que là vous là avez là tourné, là. Le repos du guerrier, La main chaude, voilà, les frissons de l'angoisse. Alors, j'en vois un, tiens, Les Chinois à Paris de Jean-Yann. Charmant. Moi, j'adorais film, quand même. Écoutez, Jean-Yann. Mais moi, c'est moi qui l'ai fait entrer aux grosses têtes. Il ne voulait pas y aller, puis je lui ai dit, écoute, viens, on va se marrer. Et ça a été un régal, parce que c'est un poète, hein, Jean-Yann. Donc, il nous disait des choses. Entre lui et Kersozon, c'était vraiment un feu d'artifice. Mais vous adorez, Macha, vous adorez vous marrer. Vous êtes au milieu de tous ces mecs comme ça, là, dans les grosses têtes. Alors, j'ai pas tout aimé dans les grosses têtes, mais j'y allais par devoir. Parce que je me disais, il faut qu'il y ait une femme qui leur tienne tête. Oui. Tous ces gros L'humour, c'est pas que les blagues, c'est pas que les mecs. Non. Et qu'il fallait surtout, parce que c'est un type d'humour, d'ailleurs, qui n'existe plus. Cette espèce de gauloiserie, cet humour un peu graveleux. Mais, quelquefois, ça me faisait rire, hein, je vous dis franchement, parce qu'il y a des choses qui sont drôles. Mais il fallait qu'il y ait le point de vue d'une femme qui leur résiste un peu. Et d'ailleurs, c'est le rôle que j'ai joué pendant 33 ans, j'ai fait les grosses têtes. Alors, c'était pas tout le temps. Hein, Et Bouvard m'aimait bien pour ça, parce qu'il voyait bien que je résistais quand même. Mais je ne perdais pas ma personnalité. Non, mais c'est génial, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles dans les grosses têtes. Il y avait au fond de dire. Il y avait des victimes. Cette blague. Il y avait Dari Boudboul qui était ridicule. Oh, comme ce que j'ai dit. Oh là là, ça c'est vous dans Elle. Oui. Alors, vous savez, c'est vraiment la petite Russe qui débarque, la princesse. Hein. Mais vous savez, j'ai 82 ans. J'en ai fait des choses. Et j'ai pas été si stupide que ça. Non. Au début, ils ont essayé de m'avoir. Là, c'était l'époque de Brigitte Bardot, il fallait être blonde. Et donc, au départ, c'était ça. J'ai tout de suite compris que ce n'est pas juste et qu'il fallait que je redevienne moi-même. Donc, c'est l'autre photo. Et ce qui est formidable, c'est que ça a ouvert la porte à la nouvelle vague. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'a été la révolte de la nouvelle vague? C'est que les actrices n'étaient plus des bombes sexuelles. Nous étions des filles qui étaient des partenaires des metteurs en scène. Nous étions des filles normales, des filles comme... Alors,
un peu photogénique quand même, hein. Il fallait pas qu'on soit n'importe qui. Mais quand même, c'était pas du tout les filles d'avant. Justement, et moi quand j'entends dire que Brigitte Bardot incarne une femme libre, moi ça me fait hurler. Pourquoi Parce que c'est le contraire. Elle est un objet. Elle était la petite femme capricieuse que tout le monde adore. Oui, qui parce est belle, qu'elle c'était l'émancipation. la révolution sexuelle. Mais pas du tout. Oui. L'émancipation, elle était provocante, scandaleuse. C'est ça sa liberté. Mais elle était un objet de l'œil de l'homme. Et Vadim a fait d'elle une espèce de poupée, une poupée. Donc vous dites, Brigitte n'était pas... Mais pas du tout. Pas du tout. C'est nous qui avons été les premières. C'est nous. Jusqu'à 68, évidemment. Donc c'est toute cette partie-là aussi où on était toutes politisées. Moi, je revendique ces années-là comme... Je pense que c'est nous, notre génération, qui avons fait l'émancipation des femmes. Et d'ailleurs, les jeunes d'aujourd'hui qui ont oublié tout ça, elles ne savent pas qu'avant, il n'y avait pas la pilule, pas l'interruption de grossesse, pas la régulation des naissances. C'est nous qui avons vécu tout ça. Mais il fallait parfois coucher avec les metteurs en scène pour avoir des rôles. Mais non. Alors, attendez, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des relations avec des gens qui vous intéressent? Je veux dire, on n'est pas obligé de se marier chaque fois, hein? Vous avez une drôle de vision. Non, mais c'est parce que parfois, aujourd'hui, on entend certaines qui dénoncent aussi. Oui, alors, attendez, là, maintenant, bon, s'il faut soupçonner chaque intérêt qu'on vous porte en une agression sexuelle, alors à ce moment-là, le monde devient infernal. Moi, je pense que la séduction, c'est à tout moment. Est-ce que vous ne croyez pas que je suis en train de vous séduire en ce moment? Écoutez, je ne sais pas. Eh bien voilà. Moi, je me rappelle d'Anna Karina. On parlait tout à l'heure d'Anna Karina ici même, qui nous racontait que la première fois elle a rencontré Godard, qui voulait la faire tourner après l'avoir vue dans une publicité pour les savons, lui a proposé un film en lui disant « Vous allez tourner toute nue ». Et elle a dit « Je ne veux pas, je ne tournerai pas toute nue ». Elle l'a fait quand même. Ah bon? Elle était dans une baignoire avec... Oui, mais ça, c'était pour la pub, pour le savon. Oui, mais enfin, il a remis ça. Enfin, écoutez, quelle importance. Quels films géniaux ils ont fait ensemble. Mais oui. Hein? Qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça? Est-ce que, oui ou non, elle s'est défendue de lui? Ils se sont séparés, finalement, quand même. Hein? À un moment donné, alors, elle ne supportait pas. Mais Anne Wiazemski non plus. Oui. Et personne n'a supporté. Il était insupportable, vous l'avez dit vous-même. Il était insupportable. Mais il était... C'est un génie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'il avait autre chose à faire que de nous faire la cour? Parce qu'on est génial, c'est normal d'être insupportable. Insupportable, non, mais différent. Vous croyez que Michel Legrand était un homme... je sais. Alors ça, là, c'est vous qui pouvez caractère le dire. de chien. Ah bon? Il était terrible. Dès que par exemple, avec ses musiciens, il était d'une sévérité épouvantable. Si jamais on faisait la moindre fausse note, il hurlait, il cassait tout. Il empêchait les gens de... Mais comment vous avez fait pour rester quelqu'un qui a un caractère de chien? Parce qu'avec moi, c'était ces belles années de la fin de la vie où on fait le bilan. On était follement heureux parce qu'on savait que nous avions chacun des projets pour l'autre. Lui, il en avait pour moi, et moi, j'en avais pour lui. Oui. Et des choses ensemble, évidemment. Donc ça, c'est tout à fait différent. Et c'est une espèce d'exception quand on se rencontre tard. Donc, il ne faut pas perdre courage. Oui, on entend la voix de Michel, là. Il chantait tellement bien, Michel. Et d'ailleurs, il a été chagriné de ne pas faire une carrière de chanteur. Parce qu'il chantait trop bien. Il chantait trop juste. Et que quand vous écoutez bien les chanteurs qui ont eu du succès, genre Johnny, Nougaro, ils chantent faux. Ils ont toujours une petite chose qui donne le charme de leur personnalité. Oui. Tandis que Michel, c'était un musicien absolu. Donc il chantait trop bien. Non, mais vous exagérez. Johnny et Nougaro chantaient faux. Un peu. Oh non, Macha. Je vous assure. Vous avez fait hurler les fans. Il y avait des petites notes qui n'étaient pas exactes. Oui. Mais oui. Et à l'époque, on ne corrigeait pas. Hein, parce que maintenant, aux ingénieurs, là, ils arrangent tous les chanteurs. Oui. Mais maintenant, à l'époque, on ne le faisait pas. Oui. Savez-vous qu'il y a un festival... Reggiani chantait faux. Oui. Ils chantaient tous faux sur vos écoutes. Mais oui, mais bien sûr, enfin faux, avec des notes fausses. Barbara chantait un peu faux. C'est ça qui est génial. Sauf que Michel, non, il ne pouvait pas. Il avait l'oreille absolue. Les 9e rencontres du film russe, c'est vous, la présidente d'honneur de ce festival du 23 au 28 mars 2023. Parce que j'oublie pas quand même... ce que l'Ukraine, ce qui se passe aujourd'hui là-bas, ça vous blesse au plus profond de vous. Vous qui êtes russe. C'est très, très important. Et je peux vous en parler vraiment 2 minutes. Nous avons été obligés, avec ce festival qui est à sa 9e édition, donc ça fait déjà 10 ans, que nous montrons ces grands films russes qui sont pour la plupart des films qui ont des difficultés à se faire connaître en Russie, parce qu'ils sont
ils ont la double peine. Oui. Ils ne sont pas vus en Russie parce qu'ils sont combattus et ils ne sont pas vus à l'étranger parce qu'on ne montre pas le cinéma russe. Donc nous avions constitué ce festival pour montrer le beau cinéma russe. Oui. Et là maintenant s'ajoute l'opposition à Poutine. C'est-à-dire qu'il faut qu'on montre que la culture doit échapper à la dictature et que tout boycotter de la Russie sauf la culture. Et surtout même les Jeux Olympiques, vous pensez qu'il faudrait accepter des athlètes russes aux Jeux Olympiques de Paris? C'est délicat. Moi, je les aurais acceptés, oui, à condition qu'ils déclarent qu'ils n'appartiennent pas à la mouvance poutinienne. Oui, mais là, on ne peut pas demander à des sportifs... Mais si. La politique est dans tout. La politique est dans tout. Aujourd'hui, on ne peut pas... Et avec cette situation quand même très particulière, parce que quand même les Russes ont agressé un voisin, et que maintenant les choses... Moi, je trouve que cette guerre, elle a du bon. Parce qu'elle a fait crever un abcès. Nous, ça fait 20 ans avec le Festival de cinéma russe qu'on sait qu'est-ce que c'est que le régime poutinien. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Parce qu'il y a eu un moment d'ouverture. Avec Yeltsin, d'ailleurs, on n'a pas mesuré l'importance de Yeltsin. Dans l'histoire, plus tard, on remettra les bienfaits qu'il a fait. Il a aboli le Parti communiste. Il aurait dû abolir le KGB. Et le KGB qui était là a repris le pouvoir avec Poutine. Et c'est ces 20 ans de Poutine qui sont catastrophiques et qui ont absolument renversé les efforts magnifiques qui avaient été faits. Oui, mais en même temps, Macha, vous vous dites quoi? Il ne faut pas assimiler tous les Russes à Poutine? Surtout pas. Oui, mais en même temps, on voit bien que les Russes, majoritairement, ils soutiennent Poutine. Est-ce que vous pouvez dire les Français, regardez qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée? Vous trouvez qu'il y a un seul type de Français? Alors, on n'entend pas trop. Pourquoi est-ce qu'en Russie, il n'y aurait qu'un seul type de Russe? Il y a beaucoup de... Mais ils risquent la tôle. Ils ne peuvent pas dire un mot contre la guerre, ni un mot contre Poutine, qui sont tout de suite repérés. Vous pensez vraiment que les Russes, aujourd'hui, majoritairement, sont contre cette guerre? Pas majoritairement, mais ça grimpe. C'est de plus en plus. Il y a plus en plus de Russes qui, non seulement, ouvrent les yeux, s'aperçoivent que cette guerre n'est pas du tout ce qu'on leur dit, et deuxièmement, ils souffrent. Parce que ce qu'il a fait, Poutine, c'est qu'il tient son pays dans la misère. La moitié de la population vit au seuil de la pauvreté. C'est pour ça qu'ils obéissent. Vous savez ce qu'il a fait? Il a diminué le prix de la vodka. Parce que comme ils sont tous ivrognes, à 60 ans, ils meurent. Et puis surtout, ils ne remplissent pas les retraites et ils ne remplissent pas les prisons. En plus, ils vident les prisons avec... C'est monstrueux ce qui se passe. C'est comme l'Iran, il faut que vous compreniez. C'est catastrophique ce qui se passe en Russie. Donc, le cinéma est une arme de propagande contre Poutine. Et surtout, alors, je vais chez vos confrères de LCI samedi, chez Darius Rochebin. Je suis contente qu'ils m'invitent enfin, parce que je vais raconter tout ça. Il faut absolument se rendre compte que les opposants, ils ne sont pas en Russie, parce qu'ils ne pourraient pas. C'est Khodorkovsky, c'est Kasparov, Navalny, il est en tôle, et j'espère qu'il sortira de là. S'il sort, ça sera Nelson Mandela. Et l'opinion russe peut se retourner d'un coup, croyez-moi. Vous pouvez, vous, aller en Russie aujourd'hui? Bien sûr, moi je suis française. Je suis née de parents français, je suis française. Je peux faire ce que je veux. Ils m'ont à l'œil, croyez-moi, parce que je pense que mon téléphone est surveillé et tout ça. Je suis persuadée. Parce que évidemment, en tant que Russe d'origine, ils ne comprennent pas que je ne sois pas reconnaissante à Poutine d'avoir rétabli l'orthodoxie, alors que tout ça c'est bidon, c'est tout KGB, de A à Z, tout est surveillé. Ils essayent même de venir s'approprier de tout ce que les émigrés russes ont fait en France. Le cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, la rue d'Aru. Il y a un plan de russification de tout. Et malheureusement, beaucoup d'émigrés russes, comme moi, de familles comme la mienne, ont cédé. Et Poutine leur a offert des passeports. Et donc, il y a beaucoup d'émigrés russes, deuxième et troisième génération, moi je suis donc troisième, qui sont retournés en Russie, enfin qui y vont, parce qu'il leur a donné des passeports. Mais au fond, Macha, est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent, au fond, oui, vous êtes russe, et vous dites, au fond, la Russie, ça n'est pas Poutine. Mais non, c'est pas Poutine. Le peuple russe souffre. Envoyer ce message-là, parce qu'aujourd'hui, l'image de la Russie... Voilà. Eh bien, écoutez, ça commence. L'autre jour, c'était formidable. Pujadas a enfin commencé à aborder la question de l'opposition. Alors, évidemment qu'elle est extraordinairement muselée, l'opposition, mais elle existe. Et c'est à nous de soutenir ces opposants, à travers ce que je fais avec le cinéma, chacun son petit domaine. Moi, en montrant ces films, et vous savez, les grands films comme ceux de Zviagintsev ou de Serebrennikov qui ont été au Festival de Cannes, nous montrent le délabrement de cette société russe. C'est inimaginable ce qui se passe. Et on l'a sous les yeux, sauf qu'on ne l'a pas cru.
Je ne sais pas comment ça s'est passé. Un peu partout, pas qu'en France. On a voulu faire un peu la sourde oreille. On s'est dit, bon, ils se démerdent comme ils peuvent. Bon, ouais. Et malheureusement, l'occasion de l'ouverture, elle a eu lieu. C'était au moment de la chute du mur et avec Yeltsin. Après ça, bon, comme c'était un ivrogne, il a dû passer la main. Et qu'est-ce qu'il a fait ? C'était pas Poutine qu'il voulait nommer. C'était Nemtsov. Nemtsov, qui est le type qui a été assassiné au pied du Kremlin. C'est-à-dire un démocrate. Ils existent. Il y a les intellectuels, et ils sont d'ailleurs tous exilés. Oui. Vous savez qu'il y a 2 millions de Russes qui ont quitté la Russie ? Tous les sachants, les universitaires, les médecins, les informaticiens, ils sont ailleurs. Ils sont à Riga, ils sont en Géorgie, ils sont en Allemagne. Il n'y a pas eu une aussi grande immigration à la Révolution d'octobre. Voilà la situation. Donc moi je pense que ça va mal finir, tout ça. Oui. Ça va mal finir. Mais vous dites que ça va mal finir, mais en même temps, vous dites, au fond, les Russes qui voient aujourd'hui combien l'Occident aide l'Ukraine, oui. Même s'ils l'entendent, même malgré la propagande, est-ce qu'il n'y a pas un risque, à un moment donné, de cassure ? Certains ont dit qu'il ne faut pas humilier la Russie. Emmanuel Macron lui-même l'a dit. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu un risque de... Écoutez, ils ont évolué. Tout le monde a évolué. Et tous les dirigeants du monde entier commencent à comprendre. Moi, ça fait longtemps que je sais. Et nous le disons et nous le braillons à travers ce festival depuis très longtemps. Sauf que, ça y est, on a compris. Ce sont des criminels, c'est une mafia. Ce sont des gens qui ne représentent pas la Russie. Et à l'intérieur du Kremlin, ça bouge. Il y a des opposants, il y a des gens qui essayent de comploter. C'est extrêmement compliqué. Ça se passera probablement dans le sang. Mais ce n'est pas la Russie, Poutine n'est pas la Russie. Voilà, c'est ça que je répète et que je répète. Oui, mais cette guerre va durer. C'est pas dit. Mais attendez un peu. La seule chose, c'est que évidemment, il va tout faire, Poutine, pour déclencher une troisième guerre mondiale. Khodorkovsky, par exemple, qui est un de ses opposants, qui vit à Londres, celui qui a fait 10 ans de tôle, et il dit que on ne pourra vaincre le KGB qu'à travers la troisième guerre mondiale. Moi, j'espère de tout mon cœur que non, parce que ça va faire des milliers de morts et des millions de morts encore. Mais on se demande si, au fond, cette troisième guerre mondiale, elle ne serait pas salutaire. Parce que vous avez vu que maintenant, ils essayent diplomatiquement d'aligner toutes les dictatures du monde, entre la Corée du Nord, la Chine, l'Iran et la Russie. Donc, il y a la matière. Troisième guerre mondiale, on ne peut pas dire qu'une troisième guerre mondiale soit salutaire, ça c'est clair. Bien sûr que non, bien sûr que non. On essaie de tout faire pour qu'elle n'ait pas lieu. Mais les Russes poussent pour ça. Les Russes provoquent continuellement pour qu'on finisse par passer cette fameuse ligne rouge. Mais Masha Meryl, votre cœur bat toujours pour la Russie, mais bien quelque sûr. part. Alors, c'est une ça autre Russie, quoi, on va dire. C'est pour ça que je dérange terriblement Poutine et son entourage. Parce que moi, il vous Russe connaît, d'origine, vous dites, bien sûr, vous moi, le je l'ai dérangez. rencontré, vous savez, je le connais. Je l'ai connu avec Sobchak, quand il était l'adjoint de Sobchak, qui était le maire de Saint-Pétersbourg. Mais si vous voulez, il s'étonne que je tienne ces positions-là. C'est-à-dire que je ne sois pas poutinienne, que je ne sois pas... Et donc, évidemment, on ne peut pas dire que... Moi, je fais tout pour pas faire de crash, mais il y en aura un. Et ça signifie surtout l'enfermement de la Russie. Il est en train de clore la Russie dans un nouveau rideau de fer. Et c'est ça qu'il faut éviter de toutes nos forces, parce que quand même, c'est ce peuple russe qui souffre déjà de la misère, du non-développement, il n'y a pas de loi sociale. Il y a 3 villes qui vivent un peu somptueusement avec, comme ça, des magasins occidentaux, mais tout le reste, vous faites 500 mètres et c'est la misère totale. Vraiment, c'est un criminel, ce type. Il faut vraiment que vous le disiez. Ce n'est pas un homme honnête. Merci, Masha. Quel message, Masha Meryl. Voici l'homme de Naples. Ça nous ramène à la photo, le romantisme, à la beauté et l'amour. Avec ces photos de Luciano d'Alexandro, et publiées à l'Archipel. Et puis évidemment, allez voir au Théâtre Montparnasse de cette magnifique étoile, de pièce de théâtre de Masha Meryl. C'est vraiment une pièce qui vaut la peine. Je joue jeudi, vendredi, samedi, dimanche au Théâtre Montparnasse à 19h. Et c'est une pièce hors norme. On ira vous applaudir. Masha Meryl était notre invitée aujourd'hui.